Bonsoir, merci de nous rejoindre pour Décryptation Niwa d'Info Gabon. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 12 avril prochain a effectivement démarré le week-end dernier. Tous les candidats ne se sont pas lancés dès le premier jour, mais le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a pu réunir quant à lui ses partisans lors d'un meeting dans un stade de Libreville. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La campagne pour la présidentielle au Gabon, cette élection qui devra mettre fin à la transition a donc bien démarré ce week-end. Tout à fait. La campagne a démarré au niveau du Gabon, ou bien surtout la campagne du candidat le plus attendu a bel et bien démarré, mais on n'a pas aperçu véritablement les autres candidats. Et ça gêne déjà parce que ça nous remet dans des postures que nous connaissons déjà où, dès la campagne électorale, on voit le déséquilibre, si on peut l'appeler ainsi, entre les forces en présence pour l'élection présidentielle. Je crois qu'au niveau du Gabon, d'abord c'est déjà visible et n'oublions pas que avant la campagne, il a fait une tournée soi-disant économique, puisque c'est toujours l'argument qui est utilisé, qui était véritablement une pré-campagne électorale et on voit que on est carrément sur ce chemin. Vous avez un monsieur qui sait déjà qu'il a 80% de chances de gagner les élections. Et entre rupture et continuité, quel est l'état actuel de la politique gabonaise à l'approche de cette élection du 12 avril? Au départ, on a eu l'impression qu'il va y avoir de la rupture. Puisque rappelez-vous, il y a même des Gabonais qui ont été très loin, moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, qui demandaient même qu'on dissolve le PDG. Moi, je ne suis pas d'accord. Un parti politique est un parti politique. Tant qu'il a son programme politique, tant qu'il est capable de participer à des élections, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va se lever et dire que ce parti ne va pas exister. Mais à l'époque, les gens voulaient une rupture pratiquement totale. Il y a une rupture également par rapport à la prise en charge des populations. Qu'on se rappelle la question des bourses pour les étudiants, qu'on se rappelle un certain nombre d'infrastructures sur lesquelles on est revenu, etc. Mais ça, il ne faut pas que ça trompe les gens. Parce que quand tu viens prendre un État qui, en réalité, n'était pas gouverné, il est très facile, pendant un an, de faire des choses qui peuvent paraître spectaculaires, parce que c'est des choses qu'on pouvait faire et qu'on a passé 10, 15 ans qu'on n'a pas fait. Quand vous le faites en un an, effectivement, ça paraît spectaculaire. Ça fait que, si vous regardez, au départ, vraiment, il a été porté par les populations gabonaises. Mais actuellement, les gens commencent à devenir hésitants parce que, à côté du... J'aime pas le mot sauveur, ça va avoir un caractère religieux. Il y a autre chose qui s'installe, quelqu'un qui est à la quête du pouvoir, quelqu'un qui rentre dans des calculs politiciens. La meilleure preuve, je disais tout à l'heure que le PDG, ceux qui le soutenaient étaient même pour la position forte, la suppression du PDG. Aujourd'hui, regardez autour de lui qui se trouve là-bas. C'est des anciens membres du Parti démocratique gabonais. Sur ce plan, est-ce qu'on peut parler de rupture véritablement? Quand on a utilisé les anciens et quand on regarde la campagne, on est en train de recommencer avec les mêmes choses qu'on voyait avec la famille Bongo. Et cette élection se jouera entre 4 candidats. Parmi eux, y a-t-il un véritable challenger pour Brice Oligui Nguema? Il y a un challenger et il vient du PDG dont je parlais. C'est lui que les gens considèrent comme étant éventuellement celui qui pourrait créer des surprises. Alain-Claude Bilibizé, puisque dans son discours, vous avez quelqu'un qui reconnaît son tort, qui reconnaît le tort du Parti démocratique gabonais et qui est en train de faire en quelque sorte sa mue et qui s'est opposé, pas aujourd'hui. C'est quelqu'un éventuellement qui pourra mobiliser les mécontents au niveau du PDG, parce qu'il ne faut pas oublier que le PDG s'est dispersé, c'est le défaut des partis africains. Dès que le chef part, à la limite, chacun s'en va. Le Parti démocratique gabonais, pour la première fois, n'a pas de candidat à une élection aussi importante qu'une élection présidentielle au niveau du Gabon. Tout le monde sait qu'une frange du parti est en train de vouloir soutenir le président Oligui Nguema. Ce qui a créé des problèmes. Si on se rappelle le congrès du parti, quand il a fallu se tenir, on a même exclu certains du parti. D'autres avaient dit non, le parti doit pouvoir avoir un candidat. D'autres ont préféré quitter le navire comme Alain-Claude Bilibizé et se mettre en posture de candidature. Et lui, si vous regardez également,
il s'est mis dans cette posture beaucoup plus que les autres. Très tôt, sans dire clairement je suis candidat, il s'était mis dans cette posture de quelqu'un qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais bon, c'est les Gabonais qui vont véritablement décider, mais quand on regarde ce qui se passe dans la scène, c'est lui qui semble être celui qui pourrait créer des problèmes. Il y a éventuellement Joseph l'a pensé, mais qui aura un problème parce que lui, il tient effectivement un discours de rupture par rapport à ce qui se passe au niveau du Gabon. Mais les Gabonais ont déjà considéré Oligui comme quelqu'un qui a fait de la rupture. Si Oligui n'avait pas fait un coup d'État et qu'on était en face toujours de la dynastie Bongo, son discours allait beaucoup plus intéresser les Gabonais que le fait que Oligui ait arrêté cette dynastie des Bongo. Quand tu parles de rupture, bon, l'effet n'est pas le même que si on était par rapport à un système qui est très ancien, parce que Oligui, c'est vrai qu'il fait partie du système, mais il s'est renouvelé, donc il fait juste 2 ans pratiquement de pouvoir. Et pensez-vous que cette élection présidentielle pourrait être un tournant pour le Gabon? Ça devrait être un tournant pour le Gabon. Parce que pour la première fois, il y a une élection au Gabon et il n'y a pas un Bongo qui est candidat aux élections. Et quand on dit pour la première fois, ça date de longtemps, ça date de 1967. Rien que pour ça, ça devait être un tournant. C'est-à-dire, les Gabonais ont la possibilité, normalement, parce que c'est ça qu'il a promis aux Gabonais quand il a pris le pouvoir, des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc les Gabonais, en principe, ont pour la première fois l'occasion de décider eux-mêmes de qui va être le président de la République. Mais malheureusement, quand vous suivez les télévisions gabonaises, que ce soit la télévision nationale ou les télévisions privées, quand vous regardez dans la presse gabonaise, mais vous avez un hyper-président qui est hyper présent. Et quand vous allez au Gabon, vous avez ses portraits partout, avant même la campagne électorale. Comme dit quelqu'un, c'est du déjà vu. C'est-à-dire, le candidat ne s'appelle pas Bongo, mais la méthode, c'est du Bongo sans les Bongos. Et là, véritablement, ça pose problème parce que au lieu qu'on ait cet essor qu'on pouvait attendre pour un pays, on se retrouve encore dans un pays où, au lieu que ce soit les populations, l'intérêt des populations qui soit au centre, on se retrouve encore dans des pays où on se discute sur les individus. Et actuellement, c'est Oligui à la place d'un Bongo. Mais si on reste dans ça, malheureusement, ça ne sera pas le départ attendu par les Gabonais qui veulent véritablement le changement. Donc, parlons justement du président de la transition qui est candidat. Est-ce que ce scrutin présente pour lui d'enjeux majeurs? A priori, non. A priori, non, parce que quand vous regardez sa stratégie, dès la charte, on avait empêché à tous ceux qui étaient membres de la transition de pouvoir être candidats, sauf lui. Tout le monde s'était dit, mais c'est réglé, quoi. Les choses sont déjà claires, ce n'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. On a vu avec le code électoral, quand on a revu, vous avez quelqu'un, par exemple, qui aurait pu poser véritablement problème, c'est Albert Ondo Ossa. Vous avez vu sa posture depuis le coup d'État. Une véritable constance dans son attitude. Et n'oublions pas que, très certainement, c'était lui le gagnant de la dernière élection présidentielle. Et comment on a fait pour l'éliminer? On a mis un critère âge pour qu'il ne puisse pas participer aux élections. Vous avez d'autres opposants connus qui ont été obligés de quitter le Gabon, pas sur la base de leur propre volonté, mais parce qu'on les empêchait de s'opposer. Et qui, pendant un temps, animaient l'opposition gabonaise de l'extérieur à partir de la diaspora, on les a empêchés d'être candidats. Parce qu'on dit que pour être candidat, il faut résider au Gabon pendant 3 ans. Quand tu ne peux pas t'opposer chez toi, on te met en prison ou on te crée des problèmes, tu te mets à l'extérieur, on te dit de faire 3 ans avant de venir, ces gens-là ont été éliminés. Il y a eu un autre critère d'élimination qui pour moi est le plus vilain. Il faut être gabonais, de parents eux-mêmes, pas gabonais seulement, il faut être né gabonais, de parents eux-mêmes nés gabonais. Parce que le né est important, ce n'est plus une question de nationalité seulement. On va jusqu'à regarder si ta femme, elle aussi est gabonaise ou pas. Mais en le faisant, il y avait des individus bien précis qui étaient concernés par chacun des critères qui ont été soigneusement sélectionnés lors d'une rencontre pour éviter qu'il y ait des personnes
qui puisse venir disperser les voix des Gabonais, empêchant à Oligui de pouvoir gagner les élections au premier tour, comme il l'a envisagé très certainement dans sa stratégie. Mais en ce moment, on se retrouve dans un scénario connu dans les pays africains. Pour ne pas rencontrer de véritables difficultés pendant les élections, on empêche à un certain nombre de personnes d'être candidats. Je disais tout à l'heure que si c'est ça, ce n'est quand même pas de la rupture, parce qu'on a déjà vu cela au Gabon avec les Bongo. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage. Nous achèverons les travaux de la Trans-Gabonaise. Nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées et nous poursuivrons le projet de transformation, de transformer nos matières premières sur place. Tant de promesses du candidat Nguema pour séduire ses partisans. J'ai jamais cru à des promesses électorales depuis étudiant, je ne sais pas pourquoi, mais quand quelqu'un fait des promesses électorales, moi je souris, je n'ai jamais cru, quel que soit le candidat. Ça fait partie du jeu des campagnes électorales. Moi je préfère la vraie politique. Tu me donnes un document à lire où tu me dis il y a tel nombre de kilomètres dans le pays. Nous devons mettre en place tel nombre de kilomètres de goudron. Cela demande telle somme en matière d'argent. Voilà où nous allons tirer l'argent. Et même voilà la qualité du travail qui va être fait. Parce que ces goudrons qu'on fait et qu'on refait à chaque fois, c'est à cause de la mauvaise qualité. Maintenant, si les gens sont curieux, il faut revoir la dernière campagne de Ali Bongo. Il promettait quoi? Exactement la même chose. Des infrastructures, parce que curieusement, ce pays riche en pétrole qu'est le Gabon, riche en bois, parce que pratiquement 90% du pays, c'est de la forêt. Ce pays dans lequel on trouve également de l'or, de l'uranium, que l'on oublie tout le temps, du fer. En termes d'infrastructure, mais le Gabon est dans un autre âge. Ce qui fait que tout le monde est obligé d'en parler parce que c'est un besoin évident pour les populations. C'est un besoin évident. Maintenant, est-ce que ça sera fait? C'est pourquoi j'ai dit ma campagne électorale, j'écoute, je note. Après, s'il a un mandat de 7 ans, parce que finalement, il a ramené le mandat également de 5 à 7 ans, mais on verra qu'est-ce qu'il va pouvoir réaliser pendant ces 7 ans. Mais ce qui est clair, c'est que pour les Gabonais, cette question des infrastructures est un besoin qui est connu. Mais ce n'est pas le seul besoin qui est connu. Il y a la question du chômage au Gabon, qui est un problème très, très sérieux au niveau des populations. Vous avez 2 tiers de la population qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. Qu'il fasse très attention, le Gabon est endetté à plus de 70% de son produit intérieur brut. Donc, faut éviter de faire semblant de ne pas connaître la réalité d'un pays et de promettre aux populations quelque chose que la réalité du pays ne permettra pas de faire. Et c'est ce qui fait qu'après, vous allez voir, très rapidement, les populations se retrouvent en situation de désillusion par rapport à un candidat dont la baguette magique n'a pas produit ce qui avait été prévu. Et ces élections à venir sont censées mettre fin à la transition au Gabon. Justement, quelle analyse faire de la gestion de cette transition par Oligui? Il a géré pour lui. Moi, ça a été ma position dès le départ. Parce que quand vous vous rappelez au départ de la transition, pour moi, une bonne transition n'est pas gérée par une personne. Quand on veut faire la transition dans un pays, on associe les forces qui sont des forces actives, objectives au niveau du pays pour faire ensemble la transition. Quand vous vous rappelez au départ, au lieu de rencontrer les forces organisées, il s'est mis à rencontrer les individus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était là, les gens venaient, il a rencontré les musulmans, il a rencontré les gens venaient soumettre en quelque sorte des doléances. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une transition. Dans une transition, on fait des assises. Mais ici, on a fait le contraire. Parce que quand on allait aux assises, lui, il avait déjà pris un certain nombre de décisions. Quand vous regardez le résultat des assises, ce sont les décisions qui avaient été prises, j'allais dire individuellement, plus d'autres décisions stratégiques pour accompagner, pour qu'il devienne candidat et qu'il gagne les élections. En ce moment, ça pose problème. Une véritable transition, on l'a fait avec les populations qui sont concernées. Parce que contrairement à ce que l'on croit, les populations connaissent leurs problèmes, même si elles ne connaissent pas où se trouve
exactement les solutions et il y en a qui connaissent également les solutions, mais c'était du mettez-vous derrière moi. Quand il disait union, quand il disait on se met ensemble, c'était le discours qui était là, mais dans la pratique, c'était du mettez-vous derrière moi. Et c'est ce qui a fait que quelqu'un comme Albert Ondo-Ossa n'a jamais suivi parce qu'on ne t'associait pas, on voulait faire de toi un soutien plus qu'un associé avec qui on s'assoit autour d'une table, on discute, tu donnes ton point de vue, il donne son point de vue. Et depuis le 30 août 2023, l'ancien président Ali Bongo vit dans sa résidence privée de Libreville. Son épouse Sylvia, 61 ans, et son fils Noureddine, de 33 ans, ont été placés en détention avec des accusations de malversation financière. Quel sort leur est réservé? Les Gabonais se posent toujours la question. Pour ce qui est de Ali Bongo, je crois qu'il n'y aura rien du tout, puisque je me dis que le président Oligui se sent dans une situation un peu de gêne de traduire le président Ali Bongo en justice. Donc, il l'a mis dans un coin qu'on puisse le laisser continuer sa vie à l'aise. Maintenant, le problème, est-ce que l'individu Ali Bongo peut vivre à l'aise même si vous le mettez dans un palais, alors que son épouse est en prison, son fils est en prison, et ils sont poursuivis pour des faits qui sont des faits graves. Parce que pour moi, le détournement, c'est quelque chose de très grave dans nos pays. On parlait tout à l'heure de la situation du pays, comment on appelle encore, le chômage, les besoins des populations en matière d'infrastructure. Généralement, quand ces choses-là ne sont pas réglées à minima, c'est parce que l'argent qui devait être utilisé pour le faire a été utilisé pour faire de la corruption, a été détourné pour construire des palais dans le pays ou bien à l'extérieur du pays. Donc l'accusation, elle est extrêmement grave. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ceux qui détournent l'argent, on quitte le pouvoir, on laisse comme ça l'impunité. Non. Pour moi, le minimum, c'est que les gens remboursent clairement l'argent qu'ils ont pris. C'est le minimum qu'il faut pouvoir exiger. Maintenant, jusqu'où ils vont aller avec son épouse et son fils? Rappelez-vous que quand les conditions d'emprisonnement étaient très difficiles, lui-même, il s'est mis en grève de la faim. C'est pourquoi le président Oligui va rencontrer ce problème. Il a beau vouloir ménager Ali Bongo, mais tant qu'il va poursuivre sa femme et son fils, le ménager sera toujours un problème pour Bongo parce qu'il aura l'impression qu'on l'a isolé pour le laisser tranquille et créer des problèmes au reste de sa famille. Mais il a, selon vous, lors de ces élections, toutes les chances de son côté? Les chances sont de son côté. Quand on regarde le démarrage de la campagne, vous avez beaucoup de candidats qui ont du mal à démarrer. Il est au pouvoir et malheureusement, on n'a pas vu de rupture sur ce plan. Quand vous regardez les télévisions gabonaises où on vous montre de longues séances, parce que sur une courte séance, vous voyez le meeting, il faut voir la longue séance où on le voit venir, vous voyez le cortège, vous voyez beaucoup de choses, vous vous rendez compte que la campagne ne se fait pas avec des candidats qui sont sur le même pied d'égalité. Et ça également, ce n'est pas de la rupture, qu'on le dise clairement. La rupture, c'est un candidat qui va faire campagne avec ses propres moyens, pour ne pas dire la méthode de Madagascar, qu'il démissionne même et qu'on mette un président par intérim, qu'il soit véritablement un candidat, rien qu'un candidat. Merci, Morane Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.